Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette séance de réflexion sur la science économique elle-même, et non pas seulement sur les sujets qu'elle traite. On est dans un paradoxe assez intéressant, c'est que les économistes, d'une part, ont un peu souvent l'intention, ou parfois la prétention, d'être présents dans toutes les alvéoles du débat public pour proposer des solutions, des prescriptions. Et d'autre part, il y a une contestation justement de cette prétention à être présent dans tous ces débats et d'y apporter des solutions. Et il y a des courants critiques hors de la science économique pour la critiquer. Et dans l'opinion, il y a une méfiance un peu répandue et facile par rapport à ce que peuvent dire les économistes. Mais aussi à l'intérieur de la science économique, bien sûr, il y a des courants critiques fort intéressants qui se développent depuis longtemps d'ailleurs, mais qui étaient un peu moins visibles, mais qui le deviennent peut-être plus en ce moment. Et c'est un peu autour de ces questions-là qu'on va débattre, bien sûr, sur effectivement l'intitulé que je retrouve, si ça se manifeste, et voilà, c'est raté, comme d'habitude. Sur le questionner les réponses de l'économie, c'est ce qu'on va faire, effectivement, dans cette table ronde, avec Pierre-Noël Giraud, qui est professeur d'économie à Mines ParisTech et à Paris-Dauphine, qui a récemment publié, récemment en 2019, L'inégalité du monde. André Orléans, qui est directeur de recherche au CNRS et qui a été un des cofondateurs en 2009 de l'Association française d'économie politique, AFEP, qu'il a présidé jusqu'en 2017, et qui était justement un endroit où il a été mis en route une certaine critique de la science économique telle qu'elle se faisait et s'enseignait à l'époque, voilà, et qui est auteur de La monnaie entre violence et confiance, c'est un livre qui date de 2002. Voilà. Puis Aurélie Pied, qui est là, économiste indépendante, qui enseigne à l'École nationale supérieure d'arts et métiers, à Bordeaux, c'est ça, à Sciences Po et à l'IESEG, entre autres, et voilà. Et qui est auteur de « Quand l'homo economicus saute à l'élastique sans élastique ». C'est un titre assez rigolo, qui est paru en 2019. Et enfin, Laurence Yalom, professeur de sciences éco à l'Université de Paris-Nanterre, responsable du laboratoire Economics, avec un... Dans le directoire, oui, responsable. Une des, voilà. Auteur de La fascination de l'ogre, desserrer les taux de la finance, en 2019 également. Voilà, donc chacun des intervenants va exposer un cours pendant 10 minutes, environ une position sur ces questions-là. Et ensuite, on aura une demi-heure pour débattre, poser des questions et intervenir librement. Je crois, avec des micros, je pense que ça sera possible. Et vous pouvez aussi envoyer, vous pouvez envoyer des questions par SMS au numéro. Voilà, donc pour commencer... Pierre-Noël Giraud, si vous aviez fait auprès des intervenants ici, mais aussi plus globalement du conseil scientifique des GECO, le COSI, le conseil scientifique, un petit sondage justement sur quelles sont les questions auxquelles la science économique peine à répondre et pourquoi. Oui, en effet. Bon, avec Pascal Demeyrer, je suis un peu à l'initiative de cette conférence et on a fait un sondage auprès des membres du COSI et d'autres personnes pour leur poser la question quelles sont aujourd'hui les questions économiques ouvertes et quels sont les dogmes qu'il faut définitivement enterrer. Alors, je ne vais pas vous faire un compte-rendu détaillé de ce sondage, mais j'ai un peu organisé les réponses dans l'ordre de celles qui sont apparues. Et comme je parle en premier, je vais être assez radical, c'est-à-dire aller à la racine des choses. Bon. Qu'est-ce qu'on attend de l'économie ? Au minimum, qu'elle fournisse un système d'explication des prix, puisque tout le reste en résulte. Or, les classiques de Smith jusqu'à Marx avaient un système des prix fondé sur la valeur travail, mais qui était assez approximatif. Et l'ambition des néoclassiques à la fin du XIXe siècle a été justement de fonder une théorie rigoureuse des prix, avec l'hypothèse marginaliste qui est que la productivité marginale d'un facteur détermine son prix.
Bon, pour faire court, un entrepreneur va embaucher un ouvrier supplémentaire si son coût, c'est-à-dire le salaire, est égal à la valeur de la production supplémentaire que cet ouvrier lui permet de produire. Et c'est vrai pour les machines. Alors ça paraît un argument assez fort. Bon. Et sur cette base-là, ils ont produit une théorie générale des prix, étudié les propriétés de cet équilibre général, etc. Bon. Or, toute l'histoire de l'économie depuis la fin du XIXe siècle peut s'analyser comme l'érosion d'abord et la destruction ensuite de cette prétention de l'économie néoclassique à établir une théorie rigoureuse des prix. Voilà. La critique a porté sur deux plans assez différents. Un plan théorique, on s'est demandé si on était capable de mesurer la productivité de tous les employés. Quelle était la productivité de Bill Gates quand il était à la tête de Microsoft? Est-ce que cette productivité marginale, c'est-à-dire l'heure de plus de Bill Gates, hein, c'est ça que ça veut dire, est-ce que ça a à voir avec son salaire? Certainement pas. Bon. De même, plus fondamentalement, dès les années 50, des économistes de l'école de Cambridge, Angleterre, ont fait remarquer qu'il y avait une circularité dans le raisonnement néoclassique, parce que pour calculer la productivité marginale du capital, il faut avoir un calcul du capital. Donc il faut des prix qui agrègent les différents éléments du capital. Or, on prétend déduire de ça le système des prix, mais on l'a déjà utilisé, donc c'est totalement circulaire. À ma connaissance, cette objection, personne n'y a encore véritablement répondu. Et le deuxième plan, c'est que le modèle néoclassique montre que les marchés sont efficaces, hein, à condition qu'ils soient parfaits. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de monopole, qu'il n'y ait pas de pollution, qu'il n'y ait pas de diffusion gratuite de la connaissance, qu'il n'y ait pas de ressources naturelles dont l'accès est libre et que par conséquent on surexploite, et même qu'il n'y ait pas de biens publics. Bon. Alors donc évidemment tous les marchés sont imparfaits. Et c'est bien que les prétentions normatives de la théorie néoclassique à fournir un système des prix s'effondrent absolument. Et de fait, aujourd'hui, nous n'avons pas de modèle des prix. Voilà. On n'a pas de modèle. Les deux prix principaux, évidemment, parce que tout le reste en découle, c'est le prix du facteur travail et le prix du facteur capital. Eh bien, on a fait beaucoup d'études sur le marché du travail, avec une formalisation du marché du travail comme un contrat entre un employeur et un employé, en asymétrie d'information, etc. Mais tout ça ne nous a pas compris, nous permet de comprendre mieux comment les différentes compétences et qualifications ont un prix sur le marché du travail. Bon. Alors, les actifs financiers, c'est pire, mais comme André Roland va en parler, je vais être très bref. On sait depuis Keynes que les prix sur les marchés financiers résultent des anticipations des acteurs. C'est absolument pas fondé sur les fondamentaux, c'est juste les marchés financiers donnent un prix aux anticipations des gens. Mais on sait depuis Keynes, et sa métaphore du concours de beauté, que ces anticipations sont mimétiques. C'est-à-dire ce qui compte, c'est pas ce que vous pensez, ce qui compte, c'est ce que vous pensez que les autres pensent. Bon. Et que de plus, ces anticipations donc, ont un caractère collectif, et de plus, elles sont auto-validantes. C'est-à-dire que si vous pensez que la bourse va monter, si tout le monde pense, la bourse monte. Voilà. Donc, on sait très bien ça. Mais néanmoins, c'est tellement compliqué d'essayer de modéliser ça qu'aujourd'hui, à ma connaissance, je passe sous le contrôle d'André Herlehan, on n'a pas de modèle formel qui permet d'analyser, d'expliquer et encore moins de prévoir l'évolution des actifs financiers. Donc, on n'a ni le prix du travail, ni le prix du capital, et donc, tous les autres prix, on ne sait pas d'où ils viennent. Remarquez que si on n'a pas de théorie des prix, on n'a pas non plus de théorie de la répartition, des inégalités. On constate par exemple que le partage de la valeur ajoutée entre travail et capital, qui dépend du prix relatif du travail et du capital, évolue dans le temps, est différente de pays en pays, mais on n'a pas véritablement de modèle expliquant ça. Bon. On n'a pas non plus de modèle donnant ce qui doit revenir au capital, et donc on n'a pas, malgré l'importance et l'intérêt
des travaux de ces 30 dernières années sur les inégalités, on peut affirmer qu'on n'a pas de théorie des inégalités. On constate leur évolution. Et à mon avis, parce qu'on n'a pas de théorie des inégalités, tout ce qu'on propose, c'est une redistribution fiscale. On ne propose pas d'agir sur les fondamentaux qui créent ces inégalités. Voilà. Alors, en macroéconomie, je vais être rapide. D'abord, remarquons que malgré la révolution néolibérale, l'économie, la macroéconomie keynésienne est triomphante. Et ces conseils et ces recommandations sont appliqués massivement chaque fois que survient un choc sur la demande. Bon. Néanmoins, aujourd'hui, ces modèles ne permettent plus de comprendre quoi que ce soit à l'inflation. Et ça, c'est un consensus dans l'enquête qu'on a menée, c'est qu'on ne comprend plus rien à l'inflation, ni donc aux effets de la politique monétaire à la fois sur les prix et sur la croissance. On ne sait pas jusqu'où peut aller la dette publique et jusqu'où doit aller l'endettement public, d'où la vigueur des discussions autour aujourd'hui de la nouvelle théorie monétaire, de l'endettement public, etc., etc. Donc la macroéconomie aussi est un peu au bout de son rouleau. Elle sait comment expliquer pourquoi il faut faire une relance, mais pas grand-chose de plus. Bon, je pense qu'elle doit, pour se réformer, véritablement prendre en compte le collectif. C'est-à-dire absolument abandonner l'idée que lui suggéraient les néoclassiques de fonder les modèles macroéconomiques dans les comportements microéconomiques. Il faut d'entrée de jeu considérer des comportements collectifs avec tout ce qui les caractérise, mimétisme et caractère auto-validant. Quant à l'économie du développement, ce qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup, alors là, il n'y a pas photo, comme on dit. Tous les pays en développement qui ont suivi le consensus de Washington sont restés des pays en développement, et ceux qui ont réussi à émerger, Chine en premier, ont fait exactement le contraire. Bon. Avec un État très puissant, un État développementaliste. Bon. Mais néanmoins, on n'a pas de théorie de ça. Moi, je me suis demandé qu'est-ce qu'on peut tirer de l'expérience chinoise pour l'Afrique, qui est le grand défi quand même du siècle. Hein. Eh bien, pas grand-chose. Hein. Donc, on n'a pas véritablement de théorie de l'émergence sous gouvernement fort et déploimentaliste. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut maintenant espérer? Et ça, c'est un consensus parmi tous ceux que nous avons interrogés. Il y a un mot qui résume les propositions, c'est le mot « réencastrer ». Voilà, il faut réencastrer l'économie dans la nature. Et Laurence en parlera. Il faut réencastrer l'économie dans la société pour comprendre les comportements collectifs. Je viens d'en parler à propos de la macroéconomie. Il faut évidemment réencastrer l'économie dans l'État. Si vous voulez comprendre quelque chose à la croissance chinoise, il faut que vous ayez une théorie de l'État et pas seulement des marchés. Et enfin, on peut aussi suggérer de réencastrer l'économie dans la psychologie expérimentale, mais ça c'est en cours, de manière à avoir des modèles du comportement des acteurs qui sont un peu moins simplistes que la maximisation d'une fonction de quoi que ce soit. Voilà donc la situation et les propositions. Alors moi j'ajoute que je trouve la situation passionnante, les défis extrêmement excitants, mais il y a un danger que Antoine a évoqué, c'est que donc l'économiste va devoir modéliser la nature, la société, l'État, l'homme, autour de la modélisation des processus économiques eux-mêmes. Mais vous voyez que là, ça peut rendre paranoïaque, parce qu'on est en train d'essayer de construire une science humaine unique qui va tout expliquer. Et ça, à mon avis, c'est quand même une utopie. Voilà. Merci. Merci Pierre-Noël. Oui, effectivement, d'un côté, on a l'impression que, ben voilà, il y a une espèce d'échec général de l'explication de ce qui se passe. Et donc, c'est pas très rassurant, surtout, j'imagine, il y a beaucoup d'économistes dans la salle, ou d'étudiants en économie. Mais en même temps, comme vous disiez, il y a tout à reconstruire. Donc, au contraire, c'est passionnant. Voilà. Donc, c'est un peu le paradoxe dans lequel on est, semble-t-il. André Orléans, justement sur la question de la théorie de la valeur et de la compréhension de la valeur, vous avez, je crois, quelques mots à nous dire. Je ne connaissais pas l'intervention de Pierre-Noël Giraud. Donc je me reconnais tout à fait dans ce mot d'ordre de réencastrer l'économie. Ça me paraît en effet être
une des lignes force, c'est-à-dire de cesser de considérer l'économie comme une économie pure et comme ça a bien été expliqué, de le réencastrer dans d'autres dimensions. Et en fait, à la source de ce désencastrement, il y a cette question de la théorie de la valeur. C'est-à-dire que la théorie de la valeur, ce sont des constructions essentielles pour les économistes parce qu'elles répondent à la question, on pourrait dire justement, la première question que se pose l'économiste, c'est pourquoi il y a du prix et que quand on dit que c'est plus cher ou moins cher, comment ça peut s'interpréter en tant que valeur? Qu'est-ce que ça signifie, un prix plus ou moins cher? Donc c'est la grosse question que se sont posées les économistes, et l'économie moderne est née d'une première théorie de la valeur qui a été la théorie des classiques, qui était la valeur travail, c'est-à-dire de considérer, au fond, d'avoir une vision qui prenait plutôt le point de vue de la production et qui pensait que les prix, les choses se mesuraient à la quantité de travail qui était incorporée de manière directe ou indirecte. Ensuite, ça c'est les classiques, Smith, Ricardo et Marx d'une certaine manière. Et ensuite, il y a eu une révolution conceptuelle qui a été la révolution marginaliste, qui date quand même des années 1870 et qui considère cette fois-ci une autre conception qui est celle de l'utilité. C'est-à-dire de penser que c'est l'utilité des biens qui constitue le fondement, la substance de la valeur, c'est l'utilité des biens. Et donc on a un point de vue qui est au fond un point de vue plutôt du consommateur et par rapport à la consommation d'objets, comment est-ce qu'il évalue les objets en termes d'utilité. Et je crois que dans cette conception-là, c'est ça qu'il faut remettre en cause, cette vision qui me semble très caricaturale de la question de la valeur. Je voudrais juste en donner un exemple. C'est que quand on essaye d'utiliser ce critère d'utilité pour savoir qu'est-ce qui appartient ou non à la sphère des échanges, en fait, ça fonctionne pas très bien, même plutôt mal. Prenez quelque chose comme le sang. Par exemple, le sang peut être soit une marchandise, soit ne pas être une marchandise. Et pourtant, il est utile d'une certaine manière. Donc on voit simplement factuellement que la question de l'utilité pour comprendre la valeur semble un peu faible. Et il y a un certain nombre d'auteurs qui ont mis en évidence que, en fait, il y avait dans la question de la marchandisation des questions de valeur. Et je crois que c'est un point de vue qui peut permettre justement ce réencastrement. Au lieu d'avoir un point de vue strictement calculatoire de l'utilité que me permet cette table ou non, c'est de comprendre que derrière la notion de valeur économique, il y a quelque chose qui est de l'ordre des valeurs, comme on a l'habitude de le comprendre. Et l'auteur auquel je pense ici, c'est Michael Sandel, qui est un philosophe, qui a écrit un très beau livre que je vous conseille, Ce que l'argent ne saurait acheter, et qui s'intéresse à cette question-là, et qui montre que qu'il y a deux questions en fait morales, la question de l'équité. Est-ce que, par exemple, pour prendre l'exemple qui va tout de suite vous parler, c'est si on autorise la vente des organes, on va penser que les gens les plus pauvres vont être amenés à vendre leurs organes et pas les gens les plus riches. Donc il y aura une rupture d'équité. Donc ce sera un premier argument qui va lutter, qui sera contre l'idée de la marchandisation. Et il y en a une autre qui est aussi intéressante, c'est l'idée que ça transforme l'objet. Et c'est cette idée-là que sur laquelle je voudrais insister. C'est-à-dire que quand l'objet est pris dans un système de relations marchandes ou non, en fait, il se transforme. Notre pratique par rapport à cet objet se transforme. Et ça, c'est tout à fait cette question du réencastrement. Il donne un exemple qui est tout à fait illustratif, je vous raconte cette petite histoire qui est assez intéressante. Ça se passe dans une crèche. Donc il y a des gens qui s'occupent des enfants et à la fin de la journée, on rend les enfants aux parents. Or, il se trouve que les parents arrivent quelquefois en retard et que ça perturbe beaucoup le travail des gens dans la crèche. Donc ces personnes-là se sont dit, pour arrêter cette situation, on va mettre une sanction monétaire, pécuniaire. Et ce qu'on a assisté, c'est le fait que les retards ont été beaucoup plus importants après. C'est-à-dire qu'il y a une transformation, et pour des raisons que vous comprenez tous, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le même rapport
avec autrui si il s'agit de payer. La personne en retard se sent tout à fait légitime d'être en retard parce que elle paye. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça où on montre, j'en pense à un autre, où on demande à des lycéens de faire des collectes et on les repartit en 3 groupes. Certains qui sont absolument pas payés, d'autres qui reçoivent 1% des dons et d'autres qui reçoivent 10% des dons. Et on observe, c'est une expérimentation, que ceux qui ne sont pas payés amènent beaucoup plus de dons que les 2 autres, même si ceux de 10% en fait amènent plus de dons que ceux de 1%, mais on peut bien voir. Donc le premier point, il me semble, c'est d'essayer de développer une conception de la valeur, de la marchandise, qui soit beaucoup plus, je donne que des traces, qui soit encastrée dans ces questions. Et on le verra, la question de la nature, évidemment, est centrale dans la question des marchés de la nature. Est-ce qu'on doit faire des marchés de la nature, etc. Donc on a ici, il faut développer ce type d'optique. Le deuxième point que je voulais mettre en avant dans cette, disons, ce caractère étriqué de la théorie de la valeur-utilité, c'est qu'elle est fondamentalement individualiste. Et là, on rejoint à nouveau un thème qui vient d'être soulevé. C'est-à-dire que c'est l'individu qui mesure l'utilité de l'objet, de la marchandise, de la table, de l'ordinateur. Donc on est dans un monde très, très individualiste. Et comme il a été dit, en fait, il y a beaucoup je pense évidemment aux valeurs financières. Dans le cadre des valeurs financières, on a bien, pour les raisons qui ont été invoquées, on a bien des phénomènes collectifs. Ce sont des phénomènes de croyances collectives où chacun essaye de savoir ce que les autres vont faire, etc., dans ce type de logique qui sont en cause. Et donc, en fait, le fait d'évaluation, c'est pas tellement, à mon avis, c'est aussi ce regard qu'il faut développer, n'est pas tellement un fait d'évaluation comme sommation, agrégation de personnes individuelles qui auraient chacun leur propre idée et puis on ferait la somme. D'ailleurs, vous voyez, même pour le vote dont on pourrait penser qu'il est purement individuel, ça se passe pas comme ça, puisque la pratique du vote utile fait que chacun va quand même se référer à ce que les autres font. Donc, et dans les marchés financiers, c'est encore plus frappant. Donc, il faut tenir compte de ces notions de croyances collectives à l'intérieur des marchés. Et je prendrai juste comme exemple le Bitcoin. Le Bitcoin, l'évaluation du Bitcoin repose entièrement sur une construction de ce que pourrait être le Bitcoin. En lui-même, le Bitcoin ne rapporte rien. Il ne rapporte pas de rendement, c'est pas comme un actif, il ne rapporte pas de rendement, et pourtant il a une valeur, et comme vous avez vu, il a des grandes valeurs, et donc on voit, le cas du Bitcoin me paraît tout à fait illustratif, parce qu'on voit comment ce sont un fait social qui émerge, et on peut le décortiquer. C'est-à-dire qu'il y a derrière le Bitcoin une certaine narration, un certain discours, on pourrait dire une certaine convention qui l'a construite comme étant anti-État, comme étant quelque chose comme ayant une offre exogène fixe, comme l'or, c'est-à-dire on sait qu'on n'ira pas au-delà de 21 millions de bitcoins. Et donc ceux qui ont créé le bitcoin ont en même temps créé un récit qui a fourni un certain type de confiance et de représentation dans le bitcoin. Mais on voit qu'on ne peut pas arriver à comprendre ça uniquement comme des additions de points de vue individuels. Donc, à nouveau, sur ce deuxième thème, donc encastrement du collectif, du social, pour essayer de comprendre l'effet de valorisation. Et donc, je suis entièrement d'accord. Merci. C'est bien, vous êtes d'accord au moins. Aurélie Pied, est-ce qu'il faut tout brûler pour recommencer à zéro sur la science économique Oui. Voilà. Merci. On passe au suivant. Au suivant. Bon, bonjour à tous et merci au GECO pour l'invitation. Mon approche va être un petit peu différente, je pense, de ce qui a été dit. Bon, je suis désolée, je suis un peu fatiguée, je me suis levée tôt, donc j'espère que vous serez indulgents avec moi. Donc par rapport à la question, à la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, donc questionner les réponses de l'économie, l'idée c'était de mettre en évidence le fait que finalement l'économie ne résout pas un certain nombre de problèmes.
Et donc, je me suis dit, si effectivement cette économie ne résout pas un certain nombre de problèmes, c'est peut-être que l'économie se pose mal la question, ou la manière dont elle se pose la question est à remettre en question précisément. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se demander quels sont les enjeux majeurs finalement que rencontre l'humanité aujourd'hui, et est-ce que cette économie-là répond précisément à ces enjeux-là, et comment elle y répond? Et l'enjeu majeur aujourd'hui auquel nous faisons face, c'est effectivement la mise en danger de notre planète, de notre terre-mère. C'est plus globalement, j'allais dire, c'est la mise en danger du vivant et par extension de l'espèce humaine. Donc on parle aujourd'hui d'épuisement des ressources naturelles. On parle effectivement de la disparition des espèces, de ce réchauffement climatique. Est-ce que l'économie répond effectivement à cette problématique qui est majeure, puisqu'encore une fois, c'est de notre espèce aussi dont il est question. Donc, par rapport à ça, pardon, je retrouve le fil, en vous donnant quand même quelques chiffres pour se remettre quand même sur ces éléments qui me paraissent fondamentaux. C'est en un siècle la disparition de la moitié des forêts et des zones humides. On parle de la 6e extinction de masse des espèces. Et le 29 juillet 2021, nous avons atteint le jour du dépassement, c'est-à-dire que nous avons consommé nos ressources renouvelables qui sont capables de se régénérer en un an. Donc on les avait déjà consommées le 29 juillet, et cette date-là ne fait qu'avancer effectivement avec le temps. Donc voilà, j'ai envie de demander à l'économie comment elle répond à ce genre de problématique. Est-ce qu'elle y répond pas? Est-ce qu'elle doit y répondre d'ailleurs? Puisque jusque-là, on en a fait une science, et cette science, finalement, se contente d'observer. Est-ce qu'elle doit continuer à se contenter d'observer, ou est-ce qu'elle doit profondément s'impliquer, surtout face à des enjeux aussi importants? Donc l'économie, aujourd'hui, selon moi, elle ne répond pas véritablement à ces enjeux ou à la marge. Et surtout, je crois que, selon moi, il faut prendre conscience qu'elle est aussi à l'origine de cette problématique-là. Alors pourquoi elle y répond à la marge? Parce que l'économie, j'allais dire, standard, va nous apporter des éléments de réponse à travers la notion de prix. Donc on a internalisé les effets externes. On va parler effectivement de marché du droit pollué, de taxer, donc par des indicateurs de prix, essayer de changer des comportements. Donc le prix du pétrole va augmenter. On va peut-être essayer de consommer notre énergie. Ok, ça va changer notre comportement, mais est-ce que fondamentalement ça va nous remettre en question sur le modèle qu'il y a derrière, sur le modèle productiviste qu'il y a derrière? Donc des prix, des indicateurs effectivement de prix qui sont symboliques et qui ne nous permettent pas fondamentalement de remettre en question la problématique. Donc il va y avoir d'autres économies, l'économie du développement, l'économie écologique, l'économie environnementale, je cherchais, qui va aussi répondre à travers les prix. On va essayer d'apporter des solutions, mais qui ne vont pas finalement profondément remettre en question, j'allais dire, le modèle dans lequel on est. C'est comme si, j'ai le sentiment que c'est comme si l'économie aujourd'hui donnait un médicament face à la douleur, et pour autant n'essayait pas de comprendre d'où venait cette douleur. Et donc voilà, pour moi l'analyse économique aujourd'hui reste, il répond à la marge. Donc, et l'autre point que je voulais aborder, sur lequel je voulais plus m'axer, c'est de dire que, et de montrer, peut-être de prendre conscience que finalement c'est notre économie qui est à l'origine aussi de cette situation-là. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité, non, de l'histoire plus globalement, que l'homme est à l'origine d'une modification profonde de son environnement. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène en géologie. Et c'est l'activité humaine qui est à la cause de cette modification profonde de l'environnement. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'activité humaine, ça veut dire que c'est notre modèle économique, ça veut dire que c'est notre modèle de société, notre modèle économique sous-tendu par effectivement notre économie, et par ce qu'elle est aussi. Les hypothèses qu'elle pose aujourd'hui et la principale préoccupation, le principal objectif de l'économie aujourd'hui, c'est de faire de la croissance. On cherche
on considère, l'hypothèse que l'on considère en économie, c'est que nos besoins sont illimités et que nous cherchons à satisfaire ces besoins illimités par la consommation. Donc il nous faut produire toujours plus pour satisfaire des besoins qui nous sont illimités. C'est ce qu'on appelle la croissance, qui est mesurée par le PIB. Et qu'on considère comme la richesse, une richesse quantitative qui est effectivement assimilée à ce PIB, à cette croissance. Et dans ce modèle économique, peu importe finalement ce qu'on produit, peu importe comment on produit, du moment que l'on produit, puisque l'idée c'est de générer du PIB et de produire toujours plus. Donc finalement c'est un modèle économique et une économie qui est extractrice, qui est dégénérative et qui met en danger aujourd'hui le vivant, et donc, effectivement, l'espèce humaine, puisque nous faisons partie du vivant et nous avons besoin de ce vivant. Donc, la croissance, comme nous dit Kenneth Boulding, il n'y a que les fous, où il faut être un fou ou un économiste, pour croire à une croissance infinie dans un monde fini. Kate Raworth, une économiste américaine, va nous dire que dans la nature, on ne connaît rien qui croît indéfiniment. L'arbre, le pied, la taille du pied, la taille de l'être humain ne croît pas indéfiniment. Donc on peut également prospérer sans croissance, ce qui sera repris par Tim Jackson aussi, qui nous parle de cette prospérité sans croissance. Je pense à Robert Kennedy en 68 qui nous disait effectivement que le PIB finalement mesure tout sauf ce qui est fondamental, enfin, sauf ce qui est fondamental dans la vie ou ce qui est le plus important finalement dans la vie. Enfin, pardon, c'est plus tout à fait ça. J'ai plus les idées très nettes, pardon, très claires. Donc cet objectif unique aujourd'hui est à profondément, je crois, remettre en question puisqu'il a des conséquences néfastes et vous connaissez les limites effectivement du PIB de cet indicateur-là. De dire également que l'économie est une science, est-ce que l'on peut véritablement affirmer aujourd'hui que c'est une science, l'économie ? Ça voudrait dire qu'elle se veut complètement neutre et objective. Est-ce que c'est le cas dans la mesure où elle est largement influencée depuis des années par un courant de pensée néoclassique, largement dominant, qui considère l'économie comme une science dure a priori, ce qu'elle n'est pas, parce que nous ne pouvons pas tester et expérimenter les hypothèses que l'on se fixe aussi en économie. Et une économie qui, plus largement aussi, selon moi, n'évolue plus fondamentalement depuis justement qu'elle est devenue une science. C'est-à-dire que jusque-là, l'économie, elle s'interrogeait sur ce à quoi elle devait servir. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'y a plus ce questionnement-là depuis qu'elle est devenue une science finalement. Elle observe ou veut se contenter d'observer, ce qu'elle ne fait pas tout à fait fondamentalement, mais on cherche à modéliser. Aujourd'hui, on cherche à modéliser et on sacralise les discours autour de plus de marché, de plus d'intervention de l'État. Ce discours, il est sacralisé autour de comment nous allons véritablement modéliser et percevoir cette réalité, et plus fondamentalement sur l'essence même de l'économie, ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle nous apporte ou ce qu'elle nous doit nous apporter. Avant, on s'interrogeait. Au début, l'économie, on savait que c'était l'art de gérer nos approvisionnements, le foyer. Ensuite, c'est devenu une discipline qui a servi à enrichir l'État, qui a réussi à enrichir le prince également. Et puis, bien, aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, depuis qu'elle est une science, voilà, on ne s'interroge plus sur ce à quoi elle doit servir, qu'est-ce que fondamentalement elle doit nous apporter. Et donc, oui, je vais essayer de faire bref, pour terminer, si finalement elle ne répond pas à cette problématique qui est majeure, parce qu'aujourd'hui nous sommes en danger, en quelque sorte, si elle ne répond pas à cette problématique-là, et si elle en est même la cause, il faut précisément que cette économie se réinvente. Il faut que l'économie se remette profondément en question. Il nous faut effectivement un nouveau paradigme économique. Et je vais reprendre, pas précisément les mots d'Einstein, mais en tout cas son idée, selon laquelle, eh bien, on ne peut pas résoudre un problème dans le même mode de pensée que celui qui a créé le problème. Donc il nous faut impérativement changer de modèle de pensée, de paradigme, de vision des choses. Et il faut que l'économie, finalement,
je crois, s'interroge profondément sur son essence même, sur ce à quoi elle doit servir. Elle doit se réinterroger sur la notion de richesse. Qu'est-ce qu'elle doit être, cette richesse? Est-ce qu'elle doit rester quantitative sur ses indicateurs, sur ses axiomes, sur sa manière de travailler? C'est une des seules, je crois que c'est la discipline qui travaille le moins en collaboration avec les autres disciplines. Donc, il nous faut changer de paradigme et aller vers un paradigme beaucoup plus qualitatif. Il nous faut créer une richesse, une croissance qualitative avec des indicateurs qualitatifs. Et la bonne nouvelle, et je terminerai du coup sur une bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle économie, selon moi, elle est en train d'émerger dans la pratique, en tout cas, et sur le terrain. On voit de nouveaux modèles économiques alternatifs qui sont en train d'émerger et qui mettent au centre de leurs préoccupations l'homme et l'environnement. Bon, nous avons l'économie sociale et solidaire, nous avons aussi l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, l'économie contributive, collaborative, et j'en passe. Nous voyons aussi un nouvel objectif qui est en train d'émerger avec des entreprises où leur principal objectif n'est plus la croissance ou de faire du profit, mais de remettre du sens dans ce qu'elles font, d'avoir une contribution, d'avoir un impact positif sur l'environnement, de participer, de contribuer au bien commun. Il y a des nouveaux indicateurs qui se développent, les nouveaux indicateurs de richesse plus qualitatifs qui se développent également. Et donc de nouvelles entreprises, je vous l'ai dit, et un nouveau facteur de production aussi qui commence à s'imposer. On passe, selon moi, de l'ère industrielle à l'ère de la connaissance, et le savoir, la connaissance, l'information, la matière grise, qui est une source d'ailleurs, j'allais dire, est une ressource infinie, peut être un élément sur lequel peut se fonder cette nouvelle économie. Donc voilà, je termine là-dessus en disant que la théorie ferait bien de s'inspirer de la pratique et que les économistes, je crois, ont un réel travail profond aussi de remise en question, et il faut absolument oser et qu'ils osent changer de perspective, changer de vision des choses, essayer de voir les choses différemment. Voilà. Merci. Merci. Laurence Yalom, justement, pour continuer dans cette voie, qu'est-ce que peuvent faire les économistes pour justement s'engager dans des voies nouvelles? Alors c'est un problème gigantesque parce que, enfin, selon moi, la grande question, c'est comment réencastrer, comme le disait tout à l'heure Pierre-Noël Giraud, c'est comment réencastrer nos économies, ou plutôt nos systèmes socio-économiques dans les limites planétaires. Et pour ça, les économistes sont pas du tout outillés en réalité, hein, ni pour penser, ni pour contextualiser, ni pour modéliser en réalité ce réencastrement. Parce que ça remet en cause la distance originelle entre notre discipline telle qu'elle s'est structurée au cours de l'histoire et les réalités physiques de la Terre et les réalités biologiques de la vie sur Terre. La macroéconomie, par exemple, n'intègre pas les flux de matière, les flux d'énergie. Comment dire, et ma conviction, hein, c'est que cette question, par son urgence, par son caractère totalement vertigineux, va écraser tout un autre, enfin, de nombreuses autres questions économiques. Et donc cette question du réencastrement dans les limites planétaires, je pense qu'elle se subdivise en plein de questions. J'en ai sélectionné deux qui sont excessivement épineuses selon moi. La première, c'est dans une démocratie, comment surmonter la tragédie des horizons, puisque la bifurcation à laquelle on est confronté, si on veut que nos économies restent dans les limites planétaires, elle est considérable. Les coûts portent sur la génération d'aujourd'hui, donc sur les électeurs d'aujourd'hui, et pas pour une amélioration de leur vie aujourd'hui, mais pour une amélioration ou simplement une moindre dégradation de la qualité de vie des générations, mais dans des dizaines d'années, compte tenu de l'inertie du système climat. Comment est-ce qu'on résout ça quand on est dans une démocratie, sachant en plus que les coûts sont très inégalement répartis et pèsent avant tout sur des catégories qui sont les catégories les plus fragiles. On peut ajouter à ça comment gérer collectivement la production d'un bien collectif mondial, comme la préservation de la biodiversité ou la lutte contre le réchauffement climatique, quand le pays qui fait beaucoup d'efforts, eh bien, il ne peut pas capter le fruit de ses efforts pour sa propre population. Parce que c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête pas aux frontières. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un pays à côté qui fait aucun effort, votre population fait beaucoup d'efforts, mais
pour autant, les bienfaits de cela ne seront pas. Et si vous ajoutez à ça que les pays en développement, on a une dette écologique à leur égard, puisque notre propre développement, on l'a construit sur la consommation des énergies fossiles, et on le voit bien avec la COP26. Là, un pays comme l'Inde revendique le fait de pouvoir continuer à brûler du fossile, même si j'ai vu qu'il s'était engagé en 2070 à la neutralité carbone. La deuxième question, c'est comment est-ce que l'économie pense la décision publique en incertitude radicale, c'est-à-dire quand le passé ne nous dit rien sur ce que sera notre avenir. Or, vous savez bien, notre discipline, c'est une discipline où la décision publique, notamment, elle est fondée sur la quantification, sur la production de chiffres. Or, cette production de chiffres, elle est basée sur le passé. Comment est-ce qu'on arrive à prendre des décisions publiques en remettant en cause nos propres métriques, c'est-à-dire les méthodes de production des chiffres qui sont totalement inadaptées en fait aux défis auxquels on est confronté. Alors c'est particulièrement vrai en finance. J'en dis pas trop parce que demain il y a une autre conférence où on parlera de ça, mais en finance c'est évident. Nos modèles d'évaluation des risques ne nous disent rien sur les risques financiers climatiques et sont incapables d'orienter la réallocation des ressources, tout simplement parce que ce sont des modèles qui sont abreuvés par des données et que là on est confronté à des problèmes de long terme. Donc ça veut dire que la finance telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et notre réglementation prudentielle est basée là-dessus. Elle surfinance le fossile, elle sous-finance le vert, elle sous-évalue complètement les risques financiers climatiques, c'est-à-dire l'effondrement de pans entiers de l'économie qui nous attend. Et donc, non seulement la finance telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle réchauffe la planète, mais en retour, ce réchauffement, il fait qu'une bonne partie de la finance est menacée, en réalité, d'effondrement, notamment par les risques physiques pour ce qui est des assureurs et réassureurs, et des risques de transition, d'échouage des actifs pour les gestionnaires d'actifs, et voilà. Et donc, on est face à des problèmes, si vous voulez, où l'économiste qui a l'habitude de faire des analyses coûts-avantages, en regardant un petit peu, en comparant les coûts aujourd'hui de son action à des avantages qu'on ramène en valeur actuelle, etc., ne peut plus raisonner de cette sorte dans ce monde-là. Je vous donne juste un exemple. Le modèle Nordhaus, qui a un prix Nobel d'économie sur des questions environnementales, avec le type de raisonnement qu'a l'économiste, donc je vous passe les détails, il arrive à l'idée qu'un réchauffement de l'ordre de 6 degrés, après tout, ça serait une baisse de 10% du PIB. Oui, mais si je vous dis que si on a simplement plus 4 degrés en 2100, eh bien, si on a plus 4 degrés en 2100, 74% de la population mondiale, 20 jours par an, en raison de la conjonction d'une très forte humidité et de chaleur trop importante, eh bien, sera confrontée à des conditions de vie où la mort de l'humain est en cause, c'est-à-dire des conditions mortelles à 4 degrés. Mais l'économiste, avec ses outils, il vous dit à 6 degrés, pas de problème, 10 points de PIB en moins. Alors qu'en réalité, 74% de la population mondiale sera dans des conditions où, disons, 2/3 d'un mois, ça sera des conditions mortelles. Donc, vous voyez, ça veut dire là un réencastrement dans les sciences de la vie, pas seulement dans le climat. Bon. Et donc, c'est très difficile de rompre, d'avoir une vraie rupture paradigmatique, et ce dogme de la quantification et de la production de chiffres tel qu'on le fait en économie crée un biais à l'inaction, c'est-à-dire comment agir dans ces conditions. Et ces effets sont désastreux, ce biais à l'inaction, parce que aujourd'hui, ce que nous disent les scientifiques, le consensus scientifique, c'est que le moins de dixième de degré compte. Et donc, parce qu'il y a des irréversibilités, il y a une énorme inertie du système climat, il y a des points de basculement où on a des effets d'emballement, etc. Et de ce point de vue, les inflexions récentes de notre discipline, c'est-à-dire par exemple l'exploitation du big data, et pas seulement des informations structurées comme les états, des comptes des entreprises ou les enquêtes, mais aussi des informations moins structurées comme les échanges sur les réseaux sociaux, etc. Certes,
certes, c'est une avancée, je ne conteste pas que c'est une avancée probablement pour l'analyse économique, mais ça nous dit rien sur ce défi-là. L'économie expérimentale, que ce soit l'expérience en laboratoire, que ce soit l'expérience menée sur le terrain ou les expériences naturelles qui ont été récemment récompensées par le prix de la Banque de Suède, bien sûr, c'est des avancées, notamment les expériences naturelles, mais ça ne nous dit rien sur ce problème vertigineux face auquel on est, qui est ce réencastrement dans les limites planétaires. Donc, à mon sens, tous ces éléments que je viens d'énoncer rabattent notre discipline sur un terrain que le cœur de la science économique a déserté, à savoir l'économie politique, l'économie institutionnaliste et la socio-économie. Penser la transition vers... et transition, c'est vraiment une bifurcation. Hein. Transition, ça donne une idée de quelque chose de soft, quoi. C'est une bifurcation dont on a besoin. Eh bien, ça impose de rompre avec l'idée que les mécanismes de marché ont le pouvoir de sont un pouvoir de coordination suffisant. Un prix élevé du carbone, ça ne nous suffira pas à faire cette transition écologique. Et puis, ça veut dire qu'il va falloir que l'économiste s'habitue à travailler avec des politistes, avec des sociologues, et donc à sortir de sa zone de confort, hein, pour réfléchir à des designs institutionnels innovants dans cette nouvelle configuration. Et puis, il va falloir aussi travailler avec des climatologues, avec des écologues. Donc, ça veut dire qu'on va vers un éclatement des frontières. Alors, peut-être pas vers une science humaine globale, totale, mais en tout cas, je pense que l'économiste innovant, ça sera celui qui fait exploser les frontières de sa discipline, et finalement, ou alors celui qui fera de l'économie écologique, hein, dont on a quand même un des pères en France, hein, René Passet, et au niveau international, Nicolas Georgescu-Roegen, ces économistes considèrent que l'économie n'est qu'un élément du système Terre, et donc un peu d'humilité en tant qu'économiste. Bien, merci. Le tableau est quand même un peu sombre et pour la science économique, et je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que sinon c'est un peu trop déséquilibré quand même. Hein, bon, voilà. Justement, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans la littérature économique mondiale en ce moment des traces et des éléments qui vont dans le sens que vous dites, c'est-à-dire effectivement de transdisciplinarité, d'intérêt pour ces sujets-là, tout simplement, et pas forcément avec uniquement des approches de marché. Il y en a, hein, bien sûr, et c'est celles qui guident plutôt les politiques économiques telles qu'elles sont faites maintenant. Mais dans la littérature, au moins, il y a quand même pas mal de choses, me semble-t-il, qui se font. Et voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit risque quand même de jeter le bébé avec l'eau du bain, d'autant plus que il y a maintenant à disposition, effectivement, à travers les données et à travers le travail empirique, qui est une des revendications de nouvelles frontières de la science économique aujourd'hui. C'est de dire, maintenant, on a, grâce à la numérisation, etc., et la puissance des ordinateurs, hein, on a accès à des données qu'on ne pouvait pas traiter avant, et maintenant, on peut les traiter. Et donc, on peut, en fait, raffiner encore nos modèles. Donc ça, c'est plutôt dans le sens de la continuité de ce que vous disiez tout à l'heure. Mais en même temps, ça peut faire... Est-ce que ça ne peut pas faire, effectivement, découvrir des solutions ? Donc je lance la question à la cantonade et je rappelle que vous pouvez envoyer les questions avec le numéro qui s'affiche. Voilà, donc pas encore, oui, mais enfin vous l'avez déjà vu plusieurs fois, je crois, par SMS pour que ça tombe sur cette petite tablette et que c'est le moyen de débattre. Oui, il se passe des choses très très intéressantes, notamment en économie écologique. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Mais le problème, c'est que quand on sait comment se font les carrières de l'économiste, enfin, je veux dire, à un moment, il faut voir la difficulté de publication et donc les incitations, disons, qui sont données à notre profession ne sont pas les bonnes, quoi. Voilà, les comités éditoriaux ne bougent pas à la vitesse où il faudrait. Enfin, même si je sens quand même un frémissement sur un certain nombre de choses. Vous parlez des revues académiques, hein, pas le Bien monde. sûr. Oui, mais on est économiste. Enfin, je veux dire, les économistes, leur carrière se fait avec ça, donc avec les revues économiques. Et ça, c'est un énorme frein, même si je sens que ça change beaucoup dans les jeunes générations. Ça, c'est vrai qu'il y a une appétence. Je le vois au niveau des étudiants et au niveau des doctorants. Enfin, et ça, c'est une grande source de confiance, quoi. Pierre Noël. Non, mais moi, j'essayais de le dire à la fin. Je trouve l'époque enthousiasmante pour un économiste.
Parce que, si vous êtes avec une science bien établie qui explique tout, qui ronronne, ben en fait, vous n'avez plus rien à faire. Donc, on a pour un chercheur, il n'y a rien de plus intéressant que d'avoir des problèmes nouveaux. Bon. Et de fait, il y a un bourgeonnement extraordinaire aujourd'hui de travaux, d'orientation, de vision du monde qui manifestent que les économistes ou certains se mettent vraiment à affronter certains des problèmes qu'on a évoqués ici. Mais je suis dans une université, je suis moi-même universitaire, je dois dire qu'il y a une très forte contradiction, parce que d'un côté, le système universitaire, et en particulier les thèses, deviennent de plus en plus conformes à un modèle unique, c'est-à-dire qu'une thèse en économie aujourd'hui, c'est 3 articles, avec un article économétrique, un article de modélisation mathématique et un autre article économétrique. Voilà, c'est ça une thèse. N'essayez pas d'essayer de soutenir des thèses avec très peu d'équations, des idées, non, c'est pas la peine. Ce n'est plus une thèse en économie. Donc d'un côté, vous avez une espèce de fermeture extraordinaire dans le domaine mais quand même, il faut comprendre que si vous ne faites pas de thèse, vous ne pouvez pas devenir chercheur en économie. Donc, il faut passer par là pour ensuite faire le contraire. Mais c'est vrai que dans les marges de ce système très rigide, il y a un foisonnement d'idées, de recherches très encourageant, en fin de compte. Alors, je voudrais quand même revenir sur une chose, c'est que on peut essayer de réencastrer les modèles économiques, de réencastrer l'économie dans autre chose, la nature, la société, l'État et les comportements individuels, bon, la psychanalyse, si vous voulez, pourquoi pas. Mais en fait, il y a 2 façons de voir les choses. Soit l'économiste, avec l'aide d'autres qui connaissent le milieu, vont chercher à faire des modèles et on va faire un modèle global, et à mon avis, là, on poursuit une chimère. Soit il faut que les économistes, finalement, réduisent leur ambition à traiter un certain aspect de certains problèmes et disent, pour le reste, je ne sais pas, interroger mes amis, politistes, sociologues, etc. C'est un peu le dilemme. Hein. On risque de tomber dans la volonté de modélisation totale, incluant tout ce qu'il y a autour, alors qu'à mon avis, c'est impossible. L'autre voie, c'est l'économie circonscrit un peu mieux ce qu'elle est capable de faire et à ce moment-là, entre en dialogue, mais surtout, les citoyens entrent en dialogue, n'écoutent pas que les économistes. Sur une question, ils n'écoutent pas que les économistes. L'économiste n'a pas ce pouvoir de synthétiser tout. Voilà. Ça, je pense que c'est une vraie question aujourd'hui. Aurélie ? Pardon. Donc oui, je confirme, ce qui est positif, c'est que c'est relativement enthousiasmant, parce que c'est relativement créatif aussi, donc c'est plutôt dynamique de ce point de vue-là. Donc je trouve ça plutôt motivant. Et à titre personnel, je suis effectivement moi-même sortie du circuit pour pouvoir être complètement libre de ce que je voulais faire et ce sur quoi je voulais travailler. Et aujourd'hui, lorsque j'interviens dans les différentes écoles, effectivement, je suis assez libre des sujets sur lesquels j'interviens. Je ne suis pas enfermée dans un programme et on me fait intervenir précisément sur les modèles économiques alternatifs, puisqu'il y a une réelle demande aussi, et des étudiants qui sont extrêmement enthousiastes aussi à découvrir tous ces modèles, tous ces nouveaux modèles qu'on n'enseigne pas à l'université et à l'école. Donc effectivement, moi je me suis mis à un moment donné volontairement à la marge pour pouvoir justement précisément être complètement libre dans ce que je voulais faire. Voilà, c'était une petite parenthèse. André, si vous voulez réagir. Il me semble que c'est pour moi une question qui est importante. Tu as rappelé que j'avais été président de l'AFEP, l'Association française d'économie politique. C'est effectivement, et qui semble revenir aujourd'hui, c'est cette question du pluralisme des paradigmes. Et personnellement, c'est pour ça que j'ai fait ma présentation autour de cette question de la théorie de la valeur, parce que je pense qu'il y a quelque chose dans les outils, d'ailleurs ça a été dit par chacun, qui conforme un certain regard sur l'économie, et que
Si on ne rompt pas avec ça, on ne peut pas véritablement intégrer, réencastrer, intégrer de nouvelles dimensions. Si on part de la question, par exemple, de la valeur-utilité, forcément, au départ, on a le regard un peu bloqué, un peu limité. Et donc, à mon sens, c'est vrai que c'est plutôt les choses sur lesquelles je travaille, mais à mon sens, il y a une nécessité de refondation. Il y a une nécessité de refondation pour essayer de construire quelque chose qui soit le plus rigoureux possible en matière de théorie économique et donc qui resitue l'économie dans l'ensemble de ses dimensions. Et c'est pour ça que j'avais mis l'accent sur cette question de la théorie de la valeur, parce que il me semble qu'il faut rompre avec ça, il faut avoir un autre outil pour arriver à comprendre non seulement l'économie, mais comment l'économie est encastrée et comment elle est en interaction avec l'ensemble du social. Alors, ça se voit, pour moi, c'est d'autant plus évident que ça se voit dans des phénomènes purement économiques. On l'a vu pour les questions financières ou les questions monétaires, qui sont intrinsèquement politiques, sociales, et donc qu'on ne pourrait pas traiter uniquement à travers l'économie. Mais aussi la question, je crois que la question de la nature, je ne suis pas spécialiste du tout de ces approches, mais il me semble qu'autour des thèmes des besoins, de la sobriété, de qu'est-ce qui est marchand ou pas, il y a de quoi élaborer une perspective un peu nouvelle, qui soit pas, parce que la perspective de l'utilité est forcément un peu la perspective du consommateur. Hein, l'idée, c'est que c'est quand même le consommateur qui est au fondement de la valeur, puisque c'est lui qui va juger de l'utilité des choses. Et donc, en fait, le système économique, pour le dire de manière très très schématique, mais dans cette vision, il est axé autour du consommateur et du regard du consommateur. Donc, il faut, dit comme ça, je pense que tout le monde comprend qu'il faut changer. Que d'abord, ce regard, il n'est pas exogène, le consommateur est lui-même un salarié, un entrepreneur, etc. Et donc, je crois que c'est ça qui est en cause. Et de ce point de vue-là, le manque de pluralisme est quand même un obstacle, parce que l'invention conceptuelle est forcément brimée si tout le monde est à peu près dans les mêmes clous. Oui, alors je commence à avoir quelques questions sur la tablette. Merci à ceux qui les ont adressées. L'un des membres du public dit pourquoi est-ce que c'est la question et comment cette économie jusqu'ici a été finalement au service d'un modèle, d'un système et d'une idéologie. Dans quelle mesure elle est capable de sortir de cette idéologie et de proposer des alternatives, si j'ai bien compris, ou bien est-ce qu'on est dans une impasse totale qui fait que ce sera ce système dominant qui va continuer et donc nous conduire à l'effondrement. Voilà, donc il y a la question de la capacité et une question un peu similaire qui est vous avez mis combien de temps en tant qu'économiste pour vous rendre compte que ce que vous faisiez ne répondait pas aux bonnes questions? Voilà, ce qui est un peu sur le mode de l'ironie, c'est un peu la même question. Voilà, et donc c'est une interpellation directe. Donc, pour ce qui est du début de la question, je pense que, pour ma part, ma position, en effet, c'est que le modèle de l'économie pure, sur lequel je trouve beaucoup de points positifs, ils analysent des choses assez intéressantes, etc. Ils posent des questions qui sont bonnes, mais il me semble, en effet, à mon sens, très limité. Donc, en effet, c'est ce que je venais de dire à l'instant, c'est-à-dire que le passage à un autre regard demande une inventivité conceptuelle assez forte, et en effet, c'est pas du tout évident qu'on puisse passer comme ça d'un à l'autre. C'est vrai qu'il y a quand même des traditions de pensée hétérodoxes. Hein.
Donc on peut puiser dans les traditions de pensée hétérodoxes de quoi quand même avoir certaines intuitions sur le monde. Et puis en plus de ça, quand même, il ne faut pas mettre trop sur l'économie. Je crois que c'est Aurélie qui le disait. C'est que on doit aussi compter sur l'inventivité de la société civile. Je pense si tout le monde compte uniquement sur les économistes pour trouver toutes les réponses, je pense que là on est mal barré. Donc voilà, je pense que. Et pour ce qui est de la question de savoir combien de temps on met pour s'en rendre compte, je crois que là on est un peu. Enfin, moi je suis de parti pris, donc dès le départ je m'en suis rendu compte, mais il faudrait des gens qui défendent le courant néoclassique pour que le débat soit équilibré. Alors, justement, je vais un peu le faire. L'autre argument que l'on entend par rapport à la théorie de l'effondrement, on va dire, c'est que justement, la société et l'économie, et par l'innovation technologique, par les entreprises, par les entrepreneurs, etc., peuvent, dit-on, peuvent relever ce type de défi. Et de même que le capitalisme a évolué plusieurs fois dans l'histoire pour affronter des paradigmes aussi imposants que celui qui nous tombe sur la figure, là, depuis longtemps d'ailleurs, en fait, il ne faut pas exagérer, on est un peu au courant quand même depuis longtemps. Pourquoi est-ce que tout simplement il n'y aurait pas une réaction de la société, de la production, des modes de production qui parviennent à surmonter l'obstacle, et à ce moment-là, les économistes auront de nouveaux terrains d'observation à avoir. Vous avez un peu évoqué, d'ailleurs, à un moment donné, économie circulaire, etc. Donc voilà, ce type de réaction de la société dans son ensemble, de la technologie et des entreprises, existantes ou à venir, voilà, c'est pas forcément celles qui sont en place, pourrait très bien changer, non pas la science économique, mais l'économie tout court. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense effectivement qu'il faut pas compter uniquement sur les économistes et que la société civile est très active, très imaginative et que de nouveaux modèles sont émergents, etc. Pour autant, quand tu dis le capitalisme a évolué, etc., si on revient à l'essence de ce qu'est le capitalisme, qui est de faire de l'argent avec de l'argent, se pose quand même vraiment la question, est-ce que le capitalisme est adaptable aux contraintes, enfin aux limites planétaires, aux 9 limites planétaires, quoi. Est-ce que cette volonté permanente d'expansion, puisque quand même le capitalisme est un système économique qui n'a pas toujours existé. D'abord, je veux dire, Braudel, ça apparaît au XIIIe siècle. Est-ce que véritable, et d'ailleurs, on parle beaucoup maintenant de capitalocène, pas uniquement d'anthropocène. Et là, et quand on parle de capitalocène, on met le focus pas uniquement sur l'homme qui détruirait son environnement, mais un système économique particulier qui détruirait son environnement. Donc c'est une vraie question ouverte et je pense. Bon, pour ce qui est de la question d'avant, qui était de l'empreinte idéologique dans notre discipline, je pense qu'effectivement le concept d'équilibre, notamment, qui a été tellement structurant dans notre discipline, est un concept dont on a oublié un peu d'où il avait émergé. La discipline a été, un peu, voilà. Et ça a été à un moment, le concept d'équilibre, un outil de lutte, d'une certaine manière, au moment contre le socialisme émergent. Derrière l'équilibre, il y a une espèce de méritocratie qui est à chacun selon ses efforts. Bon, donc voilà. Et c'est très impressionnant dans le monde dans lequel on est que ce concept reste central, je sais pas, dans des modèles des SGE qui sont encore beaucoup utilisés quand même. Donc voilà, il y a quand même une très forte inertie et une très forte difficulté au changement interne, disons. Et pour ce qui est de quand est-ce qu'on s'est rendu compte, moi je suis comme André dès le départ en fait. J'ai été à la marge dès le départ, donc pour moi c'est pas un problème qui se pose. Oui, alors sur cette question, d'abord il faut se rendre compte que l'économie en tant que discours à prétention scientifique, c'est l'économie du capitalisme. Il n'y a pas d'économie du socialisme. Il y avait toute une série de discours sur le socialisme aussi bien soviétique que chinois, mais il n'y a pas la moindre économie qui permet de comprendre le socialisme. Donc l'économie, c'est une science du capitalisme.
Et donc la question que pose Antoine est très importante, parce que soit on pense qu'en effet, le capitalisme est totalement incapable de résoudre les problèmes actuels de la planète. Et ce n'est pas l'économie qui va nous servir à quelque chose. Ce qui va nous servir à quelque chose à ce moment-là, c'est de penser à un système non capitaliste. Et en revanche, ce que l'économie peut faire, en se remettant profondément en cause, comme on l'a largement dit, c'est tout simplement concevoir et conseiller un capitalisme, alors faisons court, vert. Donc si on ne croit pas à la possibilité d'un capitalisme vert, non, alors à ce moment-là, il faut être beaucoup plus radical. L'économie ne sert à rien, parce que l'économie ne sert qu'à une chose, qui est analyser un capitalisme. Alors mon avis personnel, c'est que, un peu comme Antoine Lanverchon, je pense le capitalisme assez malléable et très diversifié. Pour moi, la Chine aujourd'hui, c'est un capitalisme. Ça n'a quand même pas grand-chose à voir avec... sur le plan d'environnement, c'est pas mieux, mais il y a quand même beaucoup de différences. Donc, le capitalisme, s'il est très malléable, alors oui, ça a un sens d'essayer de réformer l'économie pour faire évoluer le capitalisme. Mais si on est révolutionnaire, enfin, si on ne croit pas au capitalisme, il faut faire autre chose. Qu'est-ce que tu entends par capitalisme ? Alors, ce que j'entends par capitalisme, c'est comme Laurence le dit, le capitalisme, c'est fondé sur la propriété privée des biens et des moyens de production, et sur l'existence d'une monnaie équivalent général. Et à partir de là, s'il y a de la propriété privée, il y a des comportements qui consistent, en fin de compte, à chercher chez certains. Il y a des avides. Donc il y aura toujours, dans un capitalisme, il y aura toujours des gens pour faire le maximum d'argent ou pour acquérir le maximum de pouvoir, etc. C'est pas la peine de leur parler sobriété, etc. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est de cantonner ces gens-là dans un terrain de jeu qui ne fait pas trop de dégâts, où ils pourront jouer à leur jeu d'argent et d'enrichissement et d'ego, etc. Mais voilà, donc le capitalisme, c'est ça, c'est un système économique fondé sur la propriété privée, en particulier des moyens de production, et un marché avec un équivalent général de la monnaie. Donc, en l'espèce, la Chine... c'est un capitalisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a des acteurs économiques qui sont propriétaires de fait de moyens de production, de fait, et qui sont en pratique mus par la poursuite du profit. Même si un État extrêmement fort est présent qui les contrôle, c'est pour ça que je qualifie la Chine de capitalisme. Un capitalisme parmi la grande variété des capitalismes possibles. Il y avait une question... Oui, pardon. Oui, c'est vrai, sur cette question-là, Aurélie. Pardon. Avant de passer à la suivante. Donc, voilà, rapidement. Donc la question, c'était pourquoi effectivement cette idéologie s'est mise en place au départ. Je crois que ça a été vraiment le pouvoir de la formalisation mathématique qui a finalement apporté. Ils ont voulu effectivement, les néoclassiques par là, apporter une crédibilité et du coup que ça soit moins discutable, que les thèses qu'ils mettaient en place étaient moins discutables. Donc je crois que pour moi c'est vraiment à ce moment-là et pour ça. Comment on en sort maintenant ? Il faut déjà en prendre conscience, mais il faut évidemment du coup le dire, il faut le dénoncer et il faut aussi que nous, les économistes, commencions à le dénoncer. Je crois qu'on a aussi une mission vraiment par rapport à ça. Et tout le monde, évidemment, je rejoins ce que vous avez dit, c'est que tout le monde a son rôle à jouer. C'est-à-dire que les citoyens, de par leurs actions, leur engagement, les banques aussi, de par leur comportement, les projets qu'elles vont accompagner dans le financement, par exemple, des projets qui ont du sens, qu'elles s'orientent vers des projets véritablement qui ont du sens, à la fois d'un point de vue sociétal et environnemental. Les médias ont évidemment aussi un rôle à jouer pour aussi transmettre tous cette nouvelle façon de faire. Ça, c'est, à mon avis, relativement important parce que les médias aussi, jusqu'à aujourd'hui, sont essentiellement centrés sur le modèle dominant. Donc, il y a aussi les médias qui ont un rôle à jouer. Le gouvernement, mais surtout, pour moi, les vrais leviers de transformation aujourd'hui, ça va être l'entreprise et les collectivités territoriales. Ce sont des vrais leviers de transformation. Les entreprises, de par leur capacité alors oui, à financer, mais de par leur capacité à communiquer, dans leur capacité à mobiliser tout un tas d'acteurs, et les collectivités territoriales, de la même façon, ont un rôle fondamental aussi à jouer dans ce changement et dans cette transition.
Et juste pour ma part, effectivement, à mon premier cours d'économie, quand on m'a parlé de ce qu'était le PIB, je me suis dit mais c'est pas possible. Je me suis dit l'espèce humaine est quand même suffisamment intelligente pour imaginer autre chose que cette notion de croissance. Pour la petite histoire. Voilà, il y a certaines questions auxquelles il a été répondu indirectement, hein, mais il y en a une en particulier sur, j'allais dire un peu pratique, c'est-à-dire comment sortir d'un enseignement, alors au lycée, à l'université, qui soit la reproduction simplement de cette science économique classique, on va dire. Est-ce que il y a des marges de manœuvre pour les enseignants que vous êtes pour proposer autre chose? Ouais. Alors, c'est compliqué. Enfin, à titre individuel, oui, on a la liberté académique. À l'université, une des grosses difficultés, c'est que on est contraint par des LMD. Il y a des contrats qui durent 5 ans où on fait des maquettes sur 5 ans, et donc on peut pas très rapidement changer les choses. Et puis il y a des phénomènes de dissonance cognitive. C'est-à-dire quand il y a un problème de pyramide des âges en fait. Quand vous avez été prof pendant 20 ans, 25 ans, que vous avez enseigné un type d'économie, c'est excessivement difficile, mais pas seulement pour les universitaires. Enfin, il y a plein de professions comme ça, de remettre en cause. C'est un problème de cohérence interne quasiment. Et donc effectivement, je pense que les choses changent doucement, mais ça dépend beaucoup encore, je trouve, d'initiatives individuelles. On n'est pas particulièrement, on n'a pas un élan collectif où on nous demanderait. Donc, je sais pas, moi, à titre personnel, maintenant, quel que soit le cours entier est traversé de cette idée, quoi, des limites planétaires, quoi. Et je pense qu'on peut l'instiller sur n'importe quel cours. Mais c'est des démarches individuelles après, à partir de là. Oui, je voudrais juste m'excuser par avance. Je vais partir 10 minutes avant la fin. C'est parce que juste j'organise une autre table ronde qui est à l'autre bout de la ville. Donc voilà. Mais je m'excuse, c'est pas parce que je m'ennuie. Hein. Voilà. Et que le trafic lyonnais n'est pas très commode. Voilà, je suis désolée. Hein, vraiment, je suis désolée. D'accord. Il y a quand même une question un petit peu, justement, pour défendre autre chose, qui est, est-ce que c'est pas un peu facile de mettre tout sur le dos du capitalisme et du néolibéralisme, qui est un discours quand même très répandu de nos jours, n'est-ce pas? Et de se poser la question ça veut dire quoi? Est-ce qu'on invente un nouveau système et est-ce que c'est possible? J'ai dit qu'il y avait plusieurs types de capitalisme. Selon certains critères, on peut en juger certains meilleurs que d'autres. Mais j'ajouterais maintenant, on a le capitalisme qu'on mérite, c'est tout. Voilà. Prenez la question du climat aujourd'hui. Un jour m'a traversé l'esprit l'idée suivante. Pour tenir compte de la tragédie des horizons. J'ai dit, voilà, on devrait dire que pour ce qui est des affaires du climat et de la nature en général, chacun d'entre nous a un voix de vote proportionnel à son espérance de vie. Donc si vous avez 20 ans et que l'espérance de vie est 80, vous avez 60, votre vote vaut 60. Si vous avez 79 ans, votre vote vaut 1. Voilà. Et puis après, je me suis dit, voilà une bonne idée, parce que ces gens-là qui sont quand même plus concernés que des gens comme moi, par exemple, directement, eux-mêmes. Et après, vous regardez les sondages et vous voyez que si on fait ça, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que parmi les jeunes gens, les 18-35 ans, tous ne sont pas absolument persuadés que la priorité des priorités, c'est le climat. C'est pas vrai. Il y a des diversités d'opinions. Ils sont en général légèrement plus mobilisés, mais ça ne va pas vous faire basculer des majorités susceptibles de transformer, d'exiger des gouvernements qui fassent véritablement quelque chose. Donc tant que le mouvement, en partie de la jeunesse, mais pas seulement pour exiger des gouvernements qui fassent quelque chose, n'aura pas grandi, ne se sera pas agrandi, eh bien, on aura un capitalisme, en effet, accusé de toutes les crimes possibles, imaginables, etc. Bon, moi, je suis peut-être optimiste, mais je pense que je vous dis, finalement, je vous pose la question, quels sont les gens pour qui véritablement l'important de la vie, c'est gagner de l'argent ou avoir du pouvoir? C'est ça, là. Ils ne sont pas très nombreux. Non, mais en fait, ils ne sont pas très nombreux.
Voilà, donc il s'agit qu'ils soient de moins en moins nombreux, et qu'on les laisse jouer dans leur coin. Et pour le reste, on devient sobre, attentif aux autres, attentif à la planète. On travaille 3 heures par jour. Le reste du temps, on se livre à des activités collectives utiles, etc., etc. Ça dépend de nous. Personne d'autre. Mais est-ce que pour changer les choses, il ne faut pas du pouvoir et de l'argent ? Comment ? Est-ce qu'il ne faut pas du pouvoir et de l'argent pour pouvoir changer les choses ? Justement, pour changer de système. Non, mais là, au niveau de généralité où on parle, il ne faut pas raisonner en termes d'argent. Il faut raisonner en termes à quoi utilise-t-on notre seule ressource rare qui est le temps. Tu vois ? Est-ce qu'on utilise tout notre temps à essayer de produire le maximum possible ? C'est un peu ce à quoi nous pousse le système actuel. Sauf que quand même, le temps de travail a régulièrement décru. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui rentre sur le marché du travail et qui va travailler 40 ans, etc., il va passer 11% de sa vie éveillée dans l'activité de travail marchande. 11%. Qu'est-ce qu'il fait le reste du temps ? Alors, moi, à mon avis, on peut encore réduire ces 11%. Et ensuite, utiliser son temps, à ne pas polluer. Donc, c'est toujours coûteux en temps. Tu vois, de produire de l'énergie décarbonée, ça va être plus cher. Moi, je préfère dire, ça prendra plus de temps. Voilà. Donc, utiliser plus de temps à produire de façon non polluante, et puis utiliser plus de temps à ne pas produire des artefacts en quantité considérable. C'est-à-dire, comme le disait Orléans, revenir sur la question de besoins. Quels sont les besoins fondamentaux ? Donc tout ça est engagé, cette réflexion est engagée. Mais voilà, donc c'est pas un problème d'argent, tu vois, si tu le prends à ce niveau-là. C'est qu'est-ce qu'on fait de notre temps collectif ? Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait ? Aurélie voulait réagir à ça aussi, puisque sur la possibilité de faire. Par rapport au capitalisme et à cette question, est-ce que c'est pas un peu facile de mettre tout sur le dos du capitalisme ? Non, nous rappeler qu'effectivement ça a été très bénéfique et que le capitalisme nous a apporté aussi plein de bonnes choses d'un point de vue matériel, d'un confort matériel qui est jusque-là inégalable. Effectivement, on est dans un monde qui n'a jamais été aussi riche, aussi productif et aussi pacifique, et je crois que le capitalisme a contribué à cela. Donc, faut sans doute pas l'oublier. Cependant, moi, ce que j'entends par capitalisme aussi, ça veut dire que l'objectif principal dans une société capitaliste, ça reste avant tout le capital, et c'est pour moi ce qui est aussi la cause du problème. Le capital en soi, ou le capital financier ou l'argent, ça ne doit pas être un objectif en soi. Ça doit être un moyen et en aucun cas une fin. Et c'est en cela que moi, effectivement, ça me gêne peut-être de rester sur ce capitalisme, parce que avec ce sentiment que ça reste notre objectif principal, alors que ça ne doit pas l'être. Et juste pour finir là-dessus, je fais référence à une évolutionniste, Elisabeth Satouri, qui nous dit que finalement, nous serions peut-être, l'espèce humaine aujourd'hui, enfin du moins dans le monde occidental, en train de vivre une crise d'adolescence. Et peut-être que finalement, et je le vois aussi assez comme ça, le capitalisme serait un passage peut-être presque nécessaire dans l'histoire de l'humanité, où on expérimente vraiment la matière ou la matérialité, comme un adolescent en quelque sorte, avec un ego exacerbé, et que nous irions vers des modèles plus sages et plus matures, parce que cette espèce va continuer à évoluer aussi en conscience. Et dans la nature, elle disait qu'une espèce, au départ, dans un premier temps, eh bien pour survivre, elle est plutôt dans le combat, et puis au bout d'un certain temps, elle va plutôt vers un modèle plus pacifique et plus mature. Donc c'est peut-être cette idée que le capitalisme était un passage peut-être nécessaire dans notre expérimentation, dans notre expérience de vie, et peut-être aller à plus long terme vers des modèles plus sages. Donc ce ne serait pas un effondrement, mais juste une poussée d'acné. C'est ça, exactement. Ouf. Est-ce que en gros, les questions qui tournent entre deux pôles, qui sont d'un côté, effectivement, la responsabilité du capitalisme, des économistes, et l'inconséquence et l'impossibilité pour les économistes à continuer à faire ce qu'ils font, et l'autre versant, qui est plutôt de dire, mais est-ce que c'est pas aux économistes de prendre leurs responsabilités justement pour proposer autre chose ? Et c'est un peu ce qui a commencé à être esquissé, me semble-t-il, dans les dernières réponses. Mais voilà, donc la responsabilité des économistes, effectivement,
qui ont quand même une voix puissante, globalement, en moyenne, hein, dans le discours politique actuel, où on justifie beaucoup de choses par l'argument des économistes. Est-ce que les économistes, du coup, seraient en mesure de proposer des prescriptions politiques qui pourraient être allant dans le sens, évidemment, que vous dites depuis le début? Est-ce qu'ils en ont les moyens, la possibilité? Moi, je suis pour une vision modeste de l'économie, quoi. L'économie ne peut pas parler de tout. Voilà. Donc, en revanche, ce dont elle parle, elle peut améliorer nettement la façon dont elle en parle aujourd'hui. Je ne sais pas si ça correspond à la question, mais quand on accuse les économistes de quoi? On les accuse de quoi? C'est vrai que ce qu'ils disent a de l'influence sur l'économie elle-même. C'est ce qu'on qualifie techniquement du caractère performatrice de l'économie ou du caractère auto-validant des théories économiques. OK. Bon. Mais ensuite, si vous voulez, c'est vrai aussi d'autres discours dans les sciences humaines. C'est vrai de la politique, le rôle des récits politiques, etc. C'est quasiment intrinsèque aux sciences sociales. Quand Newton découvre son système, ça change strictement rien au mouvement des planètes. Il s'est simplement contenté, si je puis dire, de découvrir quelque chose, des lois de la nature. Mais l'économie, c'est pas du tout comme ça. Le discours économique fait partie de l'économie comme réalité. Alors évidemment, vu de ce point de vue-là, les économistes ont une grande influence, mais je répète, pas seuls, parce que d'autres penseurs en sciences sociales ont une influence considérable. Aussi, en ce moment, par exemple, sur toutes les questions de genre, de race, etc., les économistes ne disent pas grand-chose. Pourtant, il y a un débat extrêmement étendu sur ces questions qui aussi est performatif, etc. Donc voilà. Mais la seule façon, disons, de minimiser ce pouvoir, si on le trouve exorbitant, c'est d'abord de ne pas croire ce que disent les économistes ou les choisir. Enfin, ils ne disent pas tous la même chose. Donc, choisissez vos économistes. André? Oui. Oui, d'abord, de toute façon, c'est très difficile déjà de parler des économistes en général, puisqu'il y a quand même une certaine forme de diversité dans la pensée économique. Moi, mon point, je l'ai déjà évoqué, je pense qu'en effet, il y a un problème dans l'économie, c'est son manque de diversité. C'est-à-dire le fait que tout le monde, toutes les revues, les institutions universitaires, travaillent dans un même type de paradigme et laissent au paradigme alternatif peu de place, évidemment, ça favorise pas l'éclosion de débats, de polémiques ou de visions renouvelées. Enfin, il y a là un problème important je crois pas qu'on le retrouve dans les sciences sociales en général. Les sciences sociales me semblent être beaucoup plus diverses. L'économie est un cas assez particulier où il y a vraiment un courant dominant, ultra dominant. Il y a qu'à voir les prix Nobel. Enfin, c'est vraiment très très hiérarchisé. Les revues, etc. Donc il y a vraiment un corps de doctrine. Il y a une université, une académie, et donc ma revendication a toujours été d'essayer qu'on laisse un peu vivre les courants alternatifs, parce que comme on l'a vu ici, il y a beaucoup de choses à dire sur la théorie économique elle-même, même dans sa description du capitalisme lui-même, sans parler même de qu'est-ce que serait un autre régime que le capitalisme. La description elle-même du capitalisme et de ses modes de fonctionnement pose beaucoup de problèmes, et donc ce serait intéressant d'avoir des points de vue plus divers. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui est perturbant. Mais c'est ma position. Il y a quand même quelques occasions comme les GECO pour présenter éventuellement des alternatives, j'espère. C'est ça. Mais il faut pas se tromper. C'est infime par rapport à ce qu'est l'université, qui est quand même, les courants alternatifs sont très faibles, sont structurellement très faibles, en voie de disparition d'une certaine manière.
Ça peut être de leur faute, ça peut parce qu'ils aient tort, etc. Mais enfin, ils sont en voie de disparition. Aux États-Unis, quand même, il y a beaucoup plus, me semble-t-il, de variétés, de possibilités, de revues alternatives et de non. Et comme en général, pas à mon goût. Moi, les courants, ce que je vois comme courant alternatif, c'est plutôt ce qu'on appelle les courants institutionnalistes, et ils sont peu présents, même aux États-Unis. Mais peut-être que nous trompons. Hein, mais il me semble ça manque de débat. Et si vous voulez, par rapport au débat aujourd'hui dans cette salle, c'est vrai que moi, je crois beaucoup à ces questions théoriques. C'est-à-dire au fait qu'il y a vraiment des questions théoriques, donc des questions de description. Est-ce qu'on décrit bien? Est-ce que c'est le bon concept? Je crois que ça a des enjeux très importants. Et donc, il y a lieu de débats importants. Pierre-Noël Giraud commençait par rappeler, il a été très vite, mais ce point quand même très important, qui est que on n'a pas de théorie des prix parce qu'on n'a pas une bonne théorie du capital. Ça, c'est un truc quand même, c'est massif, vous voyez, c'est des questions massives comme ça. Et ce serait bien si c'était plus travaillé. Or, ça passe un peu sous le tapis parce que le courant majoritaire ne veut pas l'entendre, quoi. Il y avait une des questions qui était, c'est justement à l'occasion, si on peut dire, de la Deuxième Guerre mondiale et des gigantesques crises des années 20, que Polanyi, justement, a parlé de réencastrement et a proposé le réencastrement, d'une part, et d'autre part qu'il y a eu Keynes. Donc, est-ce qu'il manque aujourd'hui un Keynes qui serait, vu la catastrophe annoncée, qu'on y croit ou pas, est-ce que c'est ça qui nous manque? Assurément, il manque, en effet. Enfin là, je pense que tout le monde est d'accord. S'il y avait un penseur qui était à la hauteur des enjeux et qui proposait des solutions, effectivement, on serait dans une meilleure situation. Mais comme le dit aussi Pierre-Noël Giraud, il ne faut pas trop quand même mettre le poids sur les économistes. D'ailleurs, rappelez-vous que Keynes, quand il parle des économistes, il leur laisse une place toujours assez petite. Hein. Ils seraient comme des dentistes, ou bien ils sont sur la banquette arrière de la voiture. Enfin, ils se faisaient pas quand même trop d'illusions. Enfin, pas ça. Ils pensaient pas que c'était eux qui devaient gouverner la machine, hein, même Keynes. Il y a d'ailleurs quelques questions de cet ordre-là. Est-ce que c'est bien le rôle des économistes de prédire le futur? Est-ce que leur boulot, c'est pas juste d'observer ce qui se passe et d'en rendre compte et de le mesurer? Ça, je trouve que c'est une excellente question, oui. Moi, c'est un sujet qui me préoccupe énormément. C'est-à-dire, je pense qu'en effet, il y a là une espèce de frontière entre essayer de décrire les faits historiques dont nous disposons et essayer d'en produire l'intelligibilité, et la question de comment imaginer le futur. Je pense qu'en effet, il y a une rupture de continuité. C'est pas parce qu'on a forcément la bonne théorie qu'on va avoir du passé, qu'on va avoir le futur. Et je serais assez d'avis, en effet, personnellement, je suis toujours très mal à l'aise par rapport à ces débats sur le futur, parce que, enfin, personnellement, j'ai du mal avec ça, à savoir comment je peux anticiper le futur avec un savoir dont je m'efforce qu'il soit le plus rigoureusement lié à un passé et qu'il explique le mieux. C'est ce que disait Laurence tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on travaille sur des données qui sont les données historiques. Et je pense, je ne sais pas ce que pense ici, mais que il y a quand même une rupture quand on veut imaginer le futur. Déjà, c'est une position particulière. On ne nous demande pas forcément d'imaginer le futur, mais enfin, imaginons qu'on nous le demande, parce que ça, souvent, c'est vrai qu'on nous le demande, parce que c'est tellement important. Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Pardon? Prévisionniste. Oui, c'est ça. Et puis surtout dans les difficultés qu'on a, donc on va toujours avoir tendance à demander aux économistes de qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et c'est bien normal. Il y a une demande sociale là-dessus. Mais je pense que c'est très délicat et que, en effet, je suis pas sûr qu'on puisse le réussir. J'ai des doutes là-dessus. Je sais pas. Que de modestie, Pierre-Noël, ouais, de la prévision, du futur, de la possibilité du futur. L'économie,
Elle est construite pour ça. J'observe le passé, j'en tire les traits principaux, je les modélise, je calibre mon modèle avec des données quand j'en ai, et ensuite je projette. Mais qu'est-ce que je projette? Uniquement business as usual, avec quelques variantes, en disant si je tire sur cette manette, ça ne va pas être business as usual, ça va être ça. L'économie ne peut faire que ça. Alors, dès qu'il apparaît à l'horizon du futur, comme ça, des choses qu'on n'a jamais vues, bah, elle n'a rien à dire, en fait. Hein. Eh ben, c'est sur cette touche d'optimisme quant aux capacités de la discipline. Mais non, mais rassurez-vous, pour tous ceux qui ont entrepris des études de sciences économiques, il y a au contraire plein de choses à faire. D'avoir beaucoup d'observations à faire, et puis éventuellement, en dehors du travail académique, de changer les choses dans notre vie, dans ce qu'on fait, du temps qu'on utilise, comme vous disait Pierre Noël, effectivement. Donc, si, il y a plein de choses à faire, rassurez-vous. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé. Et à bientôt.